Notre décryptage de ce jour se fera avec deux invités spécialistes des questions de droit. J'ai sur ce plateau d'abord Maître Rufino d'Almeida. Il est avocat inscrit au barreau de Paris. Maître Rufino d'Almeida, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. J'ai également sur ce plateau un autre spécialiste du droit. Il s'appelle Serge Prince-Abodjan. Il est juriste exerçant au Bénin. Serge Prince-Abodjan, bonjour. Bonjour, bonjour plateau. Je reste avec vous, Serge Prince-Abodjan. Vous l'avez suivi, vous êtes passionné de l'actualité politique au Bénin. Quelle appréciation faites-vous alors de cette décision de la Cour constitutionnelle, voilà, qui fait beaucoup polémique au Bénin actuellement? Je salue les téléspectateurs, je salue mon ami d'Almeida. Je voudrais dire que cette décision, je reprends un peu les thèmes du professeur Joël Aïvo dans son livre Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique, qui déjà très tôt, à la page 135, évoquait que notre cour nous amène dans ce qu'on peut appeler dérive d'abus d'influence et de superpuissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dérive d'abus d'influence, c'est qu'à un moment donné, la Cour se met au-dessus même de la souveraineté nationale et prend des décisions qui impactent directement la souveraineté nationale. Donc, oui, mais c'est ce que la conférence nationale a voulu. En 90, quand la conférence nationale a donné toutes les forces à cette Cour constitutionnelle, il fallait s'y attendre. Mais elle n'a pas dit à la Cour non plus de prendre des décisions qui ont fait l'objet de positions de la population. Et c'est justement la question. Oui, mais ça, c'est votre position, mais dans la population, justement au sein de cette population, il y en a qui soutiennent cette décision. Non, si vous lisez l'article 4 de la Constitution, vous lirez clairement que la souveraineté du peuple s'exprime par deux mécanismes. Il y a d'abord les élus, l'Assemblée nationale, et par référendum. Il n'y a nulle part la Cour constitutionnelle à ce niveau-là pour exprimer la souveraineté du peuple. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir dérivé des deux organes qui existent. Mais seulement, la question qui a fait l'objet de réflexion ou la question qui a sous-tendu la décision de la Cour a été clairement appréciée par le peuple. Et vous vous rappelez très bien que le 2 décembre 1990, cette question avait aidé ou amené nos dirigeants d'alors à pouvoir, disons, reposer la question au peuple. Parce que justement, il y a des images que moi j'ai toujours gardées malgré que j'étais jeune. J'ai vu le premier président de la République du Dahomey, du Bénin, qui criait en son temps qu'on ne devait pas m'enterrer vivant parce que on avait cette option de limitation d'âge. Oui, mais cette fois-ci, la Cour dit année entamée, année due. Oui, c'est un principe qui existe. Non, j'en viens. Donc, cette question a fait l'objet de référendum. Et la question, vous ne trouverez pas nulle part dans les principes constitutionnels de référendum, c'est toujours deux questions, oui ou non. Le Bénin, en 1990, a dû innover en posant trois questions. La première, c'est de dire, vous votez pour la Constitution avec la limitation d'âge. Et la question qui a été posée par rapport à la limitation d'âge, c'est de dire, est-ce que vous êtes pour que au Bénin, pour être candidat, il faut avoir 40 ans à la date de dépôt de candidature? Oui, mais à la date de dépôt de candidature, ça ne précise pas la période où il faut avoir les 40 ans, une fois qu'on rentre dans l'année. C'est un simple jeu de lecture. C'est un simple jeu de lecture. On peut choisir justement sa position. C'est une question de... C'est la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Non. C'est-à-dire, c'est très précis. Je vais bien l'expliquer. C'est-à-dire que, d'abord, sur le principe, c'est une question qui a fait l'objet de référendum. Et la question a été clairement éditée de telle sorte que si vous voulez être candidat, vous devrez avoir 40 ans à la date de dépôt de la candidature ou vous ne devez pas avoir plus de 70 ans. C'est clair dans la tête de tout le monde. Et cette question qui a fait l'objet de référendum, sur 1300 inscrits, c'est 9000 environ qui ont dit oui, plus de 73%. Et donc, c'est une question qui a fait l'objet clairement de la position de la population.
Comment expliquez-vous alors? La population a évolué entre-temps. Non. 20 ans non. après. Attendez, je viens. La souveraineté, donc, s'est exprimée directement sur cette question. La question de droit qui se pose, comment se fait-il que sur cette question, où le peuple s'est clairement prononcé, un pouvoir dérivant qui n'est pas, qui ne tire pas, qui ne vient pas de l'article 4, c'est-à-dire de la souveraineté, se prononce pour l'interpréter. Normalement, le principe, c'est de dire la Cour devrait déclarer son incompétence en disant cette question a fait l'objet de référendum et moi, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Et là, c'est bien fait. C'est là qui montre une certaine disparité dans les décisions de la Cour. La Cour elle-même a rendu un arrêt lorsque on était en train de présenter la loi référendaire à la Cour. Elle a elle-même dit et proclamé dans cette décision que cette question de limitation d'âge ne pourra même plus faire l'objet de référendum. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors entre-temps? C'est toute la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute la question. Et vous allez constater aussi, pour entrer toujours dans ce débat, que cette question est apparue pour les Béninois comme quelque chose de non-sens. Parce que tous les Béninois, depuis 1990, ont ce principe-là comme principe de base. Et c'est pour ça que vous avez constaté un tollé général sur la Nous allons prendre l'avis de Maître Rufino d'Almeida. Il est avocat au barreau de Paris. Maître Rufino d'Almeida, c'est votre lecture également de cette décision DCC 1556 de la Cour constitutionnelle? Vous savez, on m'a toujours appris, avant tout débat, de retourner à la source première. Et moi, j'aimerais simplement partager avec les téléspectateurs la substance même de la disposition incriminée. L'article 44 de notre Constitution, notamment en son 4e tiret, qui dit ceci. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. Oui, mais la date, ça peut être également à l'année de dépôt de sa candidature. Maintenant, je veux vous dire... Une date peut se résumer à une année. Deux choses aujourd'hui sont certaines. La date du premier tour de l'élection présidentielle, fixée en Conseil des ministres au 28 février 2016. Et la loi électorale dit ceci. En son article 44 encore, la déclaration de candidature est déposée 45 jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale auprès de la Sénat, qui est la Commission nationale électorale autonome qui organise, donc l'organe qui organise les élections. Oui, donc malgré les 45 jours, on est toujours en 2016 déjà. Sachant que pour l'élection présidentielle, le délai pour battre campagne est de 15 jours. Donc, 28 moins 15, vous voyez, ça nous amène au 13 février à peu près. Bon, vous devez extraire du 13 février 2016 au 1er janvier. 45 jours. Vous devez extraire 45 jours. Ça devrait nous amener à décembre. 44 jours exactement. Voilà. Du 1er janvier au 13 février, vous avez 44 jours. On se retrouve en décembre. On se retrouve en décembre. Au 31 décembre. Non. Oui. Non. Voilà. Oui. On se retrouve en décembre 2015. La disposition incriminée est claire, simple, limpide. Elle n'est pas sujette à interprétation. Toute personne, tout candidat qui n'a pas en décembre 2015 40 ans ne peut pas postuler au suffrage des Béninois dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc c'est ainsi que vous interprétez, en tout cas c'est la parade que vous avez trouvée par rapport à cette décision. Ce n'est pas une interprétation. La Cour, elle est l'institution fêtière en charge de la régulation du fonctionnement des institutions étatiques républicaines. Mais il se trouve qu'elle a outrepassé ses pouvoirs, comme cela s'évince très, très clairement de la décision sujet à débat. Ce faisant, non seulement elle a procédé à une révision constitutionnelle, sans y avoir le droit, c'est ni plus ni moins que la première révision constitutionnelle de la Constitution, justement, du 11. Ça c'est votre position. Mais la Cour peut dire qu'elle a été saisie par rapport à un contentieux interne à un parti et où il y a eu un cas d'injustice. On a un individu qui est né vers 76, à qui on a donné la priorité par rapport à un autre qui est né en novembre 76. C'est le cas, justement, qui est discuté ici. La Cour peut dire non, ma décision, elle est rendue par rapport au cas de figure qui m'a été présenté. Je n'ai pas modifié la Constitution. Très cher ami, depuis quand est-ce que la Cour est maintenant régulateur du fonctionnement
interne des partis politiques. Il s'agit d'un contentieux pour être candidat Le à l'élection contentieux, présidentielle. je vais vous dire une chose, cette décision a été tirée par les cheveux. Je parle même de la naissance même du contentieux. Cette contentieux pourrait se comprendre si au moment du dépôt des candidatures, il y avait une difficulté. Là, la Cour, éventuellement, pourrait être saisie. Non, il y a une difficulté au sein de ce parti. Là, maintenant, je suis en train de vous dire que notre Cour a vocation à réguler le fonctionnement des institutions et non le fonctionnement interne au parti. Or, c'est le cas en l'espèce. Vous voyez? Et je vous disais, je vais finir, que ce faisant, ce fut la première réforme de notre Constitution. Et j'ajouterai que par ce geste, par cette décision unique, la Cour a trahi le serment, d'accord, des 7 sages, qui aujourd'hui n'ont de sages que de nom. Oui, ça c'est vous qui le dites. Mais comme je le précise, la Cour constitutionnelle a ses arguments. Ça, c'est votre appréciation de la situation. Écoutez, la Cour constitutionnelle n'a aucun argument. Vous verrez. Non, il y a des arguments qui ont été avancés dans cette décision. En un seul considérant. La Cour constitutionnelle a cité l'article 26 de la Constitution béninoise, qui n'a rien à voir, qui impose l'égalité des personnes devant la loi. Donc, 2 personnes nées en 1976, l'un né vers l'autre en novembre, doivent pouvoir être jugées de façon équitable au sein de ce parti. Cher ami, l'égalité ne veut pas dire qu'un bébé qui a 1 année a moins de droits qu'un majeur qui a 18 ans. Mais pourtant, dans notre Constitution, il est dit très, très clairement que pour être électeur, il faut être âgé de 18 ans. Non, je pourrais ajouter, que l'égalité veut... Est-ce que l'égalité veut nous dire qu'un bébé qui est né le 31 décembre 2015 a 1 an le 1er janvier 2016? C'est l'égalité. C'est ce que ça veut dire, la décision, non, justement. Est-ce que ça a un bon sens? Et je vais ajouter... Je vais ajouter que, en fait, si nous prenons le dictionnaire Larousse simplement, une date, lorsqu'on parle de date, ça signifie une indication de jour, de mois et de l'année. Une date ne se limite pas à une année. Ça, c'est aller voir dans n'importe quel dictionnaire. Oui, alors, au regard de vos interprétations, est-ce qu'on peut penser peut-être que la Cour a été piégée? Non, la Cour n'a pas été piégée. Elle s'est piégée elle-même. Vous pensez? Elle était forcément sous l'influence je dirais, ou peut-être de contraintes, lesquelles vous ne me ferez pas dire. La Cour constitutionnelle est quand même une cour indépendante qui rend indépendamment cette décision. Oui, justement, je suis en train de vous dire qu'à travers cette décision, la Cour montre qu'elle n'était pas indépendante et surtout, cette Cour qui est quand même le cénacle de professeurs émérites de droit, d'agrégés de droit, de magistrats de très haut niveau, de personnalités de grande réputation professionnelle, la Cour montre simplement qu'elle a fait une interprétation orientée de notre loi fondamentale. Et même un étudiant en première année de droit ne peut pas rédiger une décision pareille. Et mon ami Prince Agbodjan vous disait tout à l'heure qu'une date, c'est 3 éléments. Et c'est vrai. Il y a le jour, le mois et l'année. Or, dans l'espèce, la Cour s'est fixée comme objectif de fait, se dit, il faut arriver là. Et donc, elle a déployé un raisonnement scabreux pour arriver au point d'arrivée. C'est votre avis. Des 3 éléments que compose justement une date, mais elle n'a retenu qu'un seul élément, l'année. La vie est un choix. Non, absolument. Absolument. Non, je pense qu'il faut ajouter au débat 2 éléments. Oui, alors, très rapidement. Très rapidement. La Cour a oublié que dans notre code électoral, le législateur a fait le choix. Entre la date, quel choix oui, entre la date comme norme de référence pour la notion au moins et l'année. Si vous lisez par exemple le code électoral à l'article 359, par exemple pour les élections législatives, vous verrez que le législateur a dit qu'on peut avoir, pour être candidat aux élections législatives, il faut avoir au moins 25 ans à l'année du scrutin. Donc il y a une différence. Très bien. Si vous allez encore au niveau municipal, toujours. Ça c'est le code électoral. Oui, c'est pour expliquer que la Cour ne peut pas nous limiter à la notion année. Puisque le législateur a 2 choix. Oui. Ou c'est à la date. Le code électoral est venu bien après. Oui. J'explique. Peut-être que la Constitution, c'était l'esprit justement de la Constitution. Non. Si c'était l'esprit de la Constitution, le législateur n'allait pas venir dire
pour un cas précis à la date du dépôt et pour les autres municipales comme législatives à l'année. Donc il y a un choix à faire et le choix est clair au niveau de la conférence nationale, au niveau de la Constitution que nous ne devons pas. Et puis en plus, la loi organique de la Cour dit qu'elle doit motiver cette décision. Si vous lisez le dispositif de la loi, et mon ami l'a dit, il n'y a aucun article. Ils se sont basés sur un adage français. Alors même que le principe que nous retenons en droit constitutionnel, qui a été d'ailleurs repris par un certain nombre de constitutionnalistes, dont le professeur Joël, que j'ai lu la dernière fois seulement, il a dit qu'au Bénin, je dis bien au Bénin, comme partout ailleurs, la justice constitutionnelle a cette particularité de ne jamais se rendre en fonction de l'équité, de la justice, de la pitié ou encore des règles morales. Elle est essentiellement juridictionnelle, se fonde sur le bloc de constitutionnalité. Si vous lisez cet article-là, si vous lisez la décision, elle s'est basée sur une règle morale, un adage, ce qui est complètement contraire au principe constitutionnel. Maître d'Almeida Rufino, voilà, la décision elle est déjà prise. Est-ce qu'il existe, au regard de notre constitution, de la constitution du Bénin, est-ce qu'il existe des voies de recours possibles quand on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables? Mais écoutez, la décision rendue par la Cour a deux dimensions. Une dimension juridique et une autre politique. Je crains, hélas, que juridiquement, on ne puisse plus rien faire, puisque les décisions de la Cour sont rendues, les décisions rendues par la Cour sont sans recours. Voilà. En revanche, il reste la réponse politique. Cette décision a été rendue... Elle servira à quoi, la réponse politique? La réponse politique, justement, c'est d'envoyer un signal très fort aux sages de la Cour pour leur dire qu'ils sont à côté de la plaque. Ils se sont royalement trompés, volontairement d'ailleurs, c'est ce qui rend encore plus lamentable et regrettable la décision qu'ils ont rendue. Mais nous voyons tous que cette décision a été rendue pour favoriser un des candidats, même si son nom n'apparaît pas. Mais quand vous lisez la presse, vous voyez très bien qu'il y a un des candidats dont tout le monde parle qui pourrait bénéficier justement de ce jeu de passe-passe. Interprétation, la Cour ne l'a pas dit. Je ne pense pas, mais je pense que lorsque vous lisez les journaux... S'il n'y a pas de recours, et s'il n'y a pas de recours possible, et que ce n'est que la politique qui peut intervenir, ça veut dire que c'est peine perdue. La Cour constitutionnelle ne peut pas ravaler sa vomissure. Moi, je pense qu'il peut y avoir des actions. De quelles actions, par exemple? Pour moi... En dehors des actions politiques, il n'y a plus d'actions juridiques possibles. Il peut y avoir des actions juridiques. Oui. Aujourd'hui, la Cour s'est rendue compte, en tout cas de toutes les façons, que sa décision est complètement hors norme. Et par conséquent, n'ayant pas la souveraineté du peuple, je le reprécise, c'est l'Assemblée nationale et par référendum qu'on peut avoir l'expression du peuple. Et je dis que l'expression du peuple a été déjà exprimée sur la question. Bien sûr. À partir de ce moment, un bon Parlement, une bonne Assemblée nationale, prend une résolution pour dire au nom du peuple que cette lecture que la Cour a eue de cette décision est complètement erronée. Donc l'Assemblée nationale peut s'autosaisir de ce dossier. Oui, prendre une résolution pour donner la position du peuple. Et d'ailleurs, vous faites un tour dans la population, c'est une question que les peuples sont rejetés. Qu'est-ce qui prouve que l'Assemblée nationale va le faire? Parce que ce sont les mêmes politiques. Je donne un exemple. Si l'Assemblée le faisait, par exemple, et sortait sa résolution pour dire, moi, je ne suis pas d'accord pour cette décision telle qu'elle est prise, le travail reviendra à la Sénat. Si la Sénat veut rester dans la logique, elle peut dire, mais moi, lorsqu'on lui remet une décision comme ça... On est déjà en décembre, on est déjà à la veille de l'élection présidentielle. C'est pour permettre à la Cour de se rattraper que je dis ça. Oui, mais si tout ce que vous dites, c'est de longues procédures. Non, pour moi, une résolution, une session, quelqu'un provoque la résolution pour dire la position du peuple par rapport à cette question, que c'est erroné, que ce référendum s'est déjà prononcé sur la question. La Sénat, se basant sur cette résolution, peut dire, moi, je ne prendrai pas une candidature qui n'a pas 40 ans. On reviendra encore à la Cour, qui peut rattraper son erreur. Ça, c'est votre lecture. Ah, oui. J'émets des réserves par rapport à ce que dit mon ami Serge Prince Agbodjan, parce que cela reviendrait à la Cour de se dédier 2 fois. Voilà, c'est ce que je me demande. Est-ce que la Cour peut accepter? Parce que n'oublions jamais une chose. La Cour elle-même a rendu des décisions pour dire simplement que tous les articles de notre loi fondamentale peuvent faire l'objet de révision. Sauf quelques articles. Sauf quelques articles qui comportent certains principes. Elle en avait énuméré 7, dont justement l'âge pour candidater à l'élection présidentielle. Par cette décision, elle s'est dédiée.
elle s'est contredite elle-même. On peut estimer que la Cour a peut-être oublié, elle s'est trompée, peut-être. C'est possible, ça peut arriver. Une Cour ne peut pas oublier. Il y a la continuité de la Cour, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence de la Cour. La Cour, en l'espace de quelques mois, d'accord, c'est dédié. Et ce qui est grave, parce que elle crée une insécurité, je dirais, juridique. Elle a toujours fait cela. Nous allons suivre, je vais vous permettre de suivre cet élément. Juste la réserve que j'émets, c'est que je crains que si il y a une initiative parlementaire au fait de rétablir la vérité de notre loi fondamentale, la Cour, parce qu'elle a révélé au grand jour son positionnement que je combats, je crains qu'elle n'ose pas se dédire à nouveau, se montrer à nouveau, une autre face. Alors, nous allons aborder tout à l'heure les conséquences de cette décision, mais en attendant, je vous propose de suivre ce Vox Populi réalisé dans la ville de Cotonou à propos de cette décision. Je dis, notre démocratie est encore fragile. Il faut que les gens fassent attention, parce que ce qui est interdit n'est pas un tabou, parce que le cumul de frustration peut emmener les gens à réagir violemment. Ce n'est pas bon. Cette décision, elle est malvenue. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Si quelqu'un n'a pas encore 40 ans, là, il n'a qu'à aller dormir. Dès qu'il aura 40 ans, il n'a qu'à venir au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de nous concerter. Nous, tous les partis politiques, nous sommes en train de nous concerter. Et cette décision, nous irons contre. Nous allons attaquer la décision. Moi, je voudrais d'abord vous dire que cette question est arrivée à un moment où on était en train de parler d'une question de PPEA 2. Et donc, tout le temps, tout le monde est focalisé sur cette question-là, qui quand même jette de l'opprobre sur la République, sur les intellectuels et sur la classe politique. Et donc, c'est aussi une manière déguisée de détourner la question et de nous amener vers autre sujet. Je crois que la Cour doit repartir encore en arrière, interroger toutes les implications de cette décision qu'on est en train de vouloir prendre pour ne pas amener notre pays dans des situations compliquées. Notre constitution n'a pas été claire. L'esprit du texte n'a pas été clairement exprimé. Ils vont nous dire, allez écrire quelque part, ils vont nous dire oui que l'article 44 n'a pas dit 40 ans révolus. Et s'ils disent ça, qu'est-ce que nous pouvons? En l'espèce, nous tous, on est tous béninois et on pense, et nous savons que la loi, les constituants béninois sont des grands constitutionnalistes et que cette décision sera de plus en plus approfondie pour que l'intérêt du peuple soit grandi. Voilà, vous avez suivi, c'était un Vox Populi réalisé avec quelques membres de la société civile et de la classe politique béninoise. Maître Rufino d'Almeida, je reste avec vous. Quelles pourront être les conséquences de cette décision sur la vie politique et sur la vie en général au Bénin? Mais déjà, ça se voit déjà au travers de, comment dirais-je, ce micro-trottoir que vous avez réalisé. Il y a une indignation générale et les forces politiques sont en train de s'organiser. Et vous savez que lorsque le peuple est révolté, lorsque les forces vives d'un peuple se mettent en ordre de bataille pour combattre une décision, on ne sait jamais où, on ne sait jamais quelle en sera ou quelles en seront véritablement les conséquences. Les conséquences. Ça, là, c'est sur le plan politique, mais sur le plan administratif. D'aucuns pensent que cela peut agir également au niveau de l'âge d'admission à la retraite. Non, mais justement, j'en viens. Avoir le permis de conduire. Moi, je n'irai pas loin. Je dirais simplement que les sages ont été nommés pour 5 années. D'accord. Qu'ils ne soient pas surpris demain que le nouveau président qui sera élu le 13 mars 2016, pour sa convenance personnelle, parce qu'il souhaiterait avoir ces hommes au sein de cette institution, d'accord, prennent la décision lorsque les sages auraient fait 4 années plus un jour, il leur dira simplement, écoutez, vous avez fait vos 5 années, maintenant vous avez fini, comment dirais-je, votre mandat, il faut installer une autre cour. Et on n'en finira plus. Cela peut arriver même au niveau de l'Assemblée nationale, absolument, au niveau même de la présidence de la République. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous imaginez, et bientôt, des propriétaires diront à leurs locataires, ben vous avez payé pour l'année. Mais comme nous sommes dans le dernier mois de l'année réglée, dégagez.
puisque la Cour constitutionnelle dit simplement que... Donc vous pensez que cela peut faire jurisprudence dans beaucoup de situations, dans la vie en général? C'est bien ce que je vous dis. Mais je vais vous dire, la plus grande conséquence quand même de cette affaire, je crains que beaucoup ne l'aperçoivent pas, c'est le peu de confiance que désormais la population, les gens qui sont au bas de l'échelle, le peuple tout court, d'accord, le peu de confiance désormais que les populations accordent à leur cadre. Qu'est-ce qu'il y a de plus éminent aujourd'hui? Regardez au sein de la Cour, vous avez des professeurs d'université qui ont formé durant 30 ans des générations de juristes. Oui. D'accord? Et vous savez qu'il n'y a pas plus grande dette que la dette morale qu'un apprenant a vis-à-vis, justement, de son formateur. Ceux-là, moi je les entends. Ils sont outrés, ils sont déboussolés. Ils se disent, nous voyons certaines personnalités de cet organe. Ça veut simplement dire que le droit, du moins, a plusieurs facettes. Et qu'on ne finit jamais d'apprendre le droit. Il y a toujours des méandres. Ça voudrait dire, et je pèse mes mots, que comme dirait chacun, tout un chacun de nous a son prix. Serge Prince d'Almeida, Prince Agodjan du moins, oui. Beaucoup de conséquences, moi j'en trouve beaucoup, mais je ne vais pas en citer. Lesquelles les plus importantes? La première pour moi, le différend va commencer, j'en suis conscient, et ça a d'ailleurs commencé au niveau du Centre national de traitement. Année acquise, tous ceux qui auraient 18 ans en septembre ou en novembre 2016 doivent avoir leur carte d'électeur et voter, si on rentre dans le principe. Donc, même le fichier électoral, si on va rester dans l'analyse stricte de cette décision, c'est que tous ceux qui auront 18 ans le 1er janvier ou le 31 décembre doivent participer au vote. Puisque pour être électeur, il faut être éligible. Et pour être candidat, il faut être électeur. Oui, aujourd'hui, on donne la possibilité... Concernant les électeurs, je crois que c'est bien dit qu'il faut avoir les 18 ans révolus. C'est bien précisé. La notion de révolu ici ne pose aucun problème, puisque lorsqu'on met révolu, vous ne verrez plus dans la même disposition, au moins, au plus. C'est si clair que ça. Lisez toutes les lois. Si vous lisez au moins au plus, vous n'aurez pas révolu. Si vous avez révolu, vous n'aurez pas au moins. Donc cette disposition-là n'a jamais dit révolu au moins. Donc nous ne pouvons pas faire un débat sur les notions de révolu ou autres. La Cour s'est plantée et elle sait très bien qu'elle s'est plantée. Maintenant, les conséquences juridiques ou juridictionnelles, on en trouve partout. On en trouve partout. Le président de la République, le 1er janvier 2016, risque d'avoir des problèmes puisqu'il y aura des recours pour aller lui dire, bon, année entamée, année due, monsieur, c'est votre mandat avant le 6. Donc, il y a toute une conséquence que je pense que nos personnes, au niveau, les personnes qui sont les sages de la Cour constitutionnelle, en tout cas, n'ont pas pris en compte. Mais ce qui est aussi grave aujourd'hui, mon ami l'a dit, mais moi je le dis par rapport à la crédibilité de la Cour. N'oubliez pas que le contentieux électoral, en tout cas le contentieux électoral par rapport aux élections présidentielles, c'est la Cour qui est compétente pour cela. Si elle s'affiche comme ça déjà, mais elle met tout en difficulté. Et si on était dans le droit commun, eh bien, les partis avaient la possibilité de recuser le juge lorsqu'ils sentent que son impartialité est mise en cause. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma, mais la Cour s'est complètement décrédibilisée. Je ne sais pas par quelle manière ils pourront encore rassurer le peuple. Vous verrez que les décisions qui seront prises désormais seront très bien lues et vont toujours susciter des réactions. Il faut que la Cour cesse de nous donner des jurisprudences en dents de scie, comme si, bon, la Constitution est une notion fluctuante. C'est un État. C'est une notion élastique. Non. Une Constitution est ferme. C'est comme une fondation d'une maison. Une fondation d'une maison, lorsqu'elle est branlante, la maison s'écroule. C'est pour ça que la Constitution reste la mère. Et elle est figée, elle est claire, elle est là et on doit tout faire pour la rendre plus forte. Nous allons évoluer dans ce décryptage, vous le permettez, parce que le temps évolue très vite. Nous allons rester certes au Bénin et faire une petite incursion dans ce dossier de PPEA2 où les députés ont rejeté ce jeudi la demande de l'immunité, la demande de levée de l'immunité voilà, de leur collègue Barthélémy Kassa, contrairement au souhait du président Boni Yayi. Ce député, ancien ministre de l'eau, serait impliqué dans une affaire de détournement de fonds alloués par les Pays-Bas dans le secteur de l'eau. Alors, dites-moi, Maître Rufino d'Almeida, quelle lecture faites-vous
de ce rejet des députés. Les députés ont rejeté cette demande du chef de l'État. Et quelles pourront être les conséquences ou les suites possibles dans cette affaire? Déjà, soyons clairs, l'immunité dont jouit un député, ça sert à quoi? Ça sert simplement à le protéger des pressions du pouvoir politique. Il ne faudrait pas que lorsque un pouvoir souhaiterait voir voter une loi, et pour avoir la majorité, ils mettent sous mandat de dépôt des députés de l'opposition. Donc, cette immunité est nécessaire. Maintenant, dans le cas de M. Kassa, il y a deux écueils à éviter. Premièrement, il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale soit le refuge des personnes ayant commis des actes de prévarication et de détournement de deniers publics. Deuxième aujourd'hui, ce n'est pas encore établi qu'il a commis ces actes. Donc, c'est ce que ceux qui ont rejeté le dossier avancent comme argument. Je dis la même chose. Deuxième écueil à éviter, il ne faudrait pas politiser justement la levée de l'immunité parlementaire du député Kassa. Pourtant, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Justement, certains députés ont annoncé qu'ils ont fait un vote politique. C'est pour cela que je vous dis, il y a deux écueils, je dirais, diamétralement opposés. Il faut éviter ces deux écueils-là. Bon. Moi, je n'ai pas lu le rapport Kroll, mais j'ai pu comprendre de ce que j'ai lu, bien sûr, dans les journaux, qu'aucune malversation n'a été reprochée à l'honorable Barthélémy. Voilà. Même si il y a une responsabilité, je dirais, politique. Une responsabilité morale. Morale. À une responsabilité morale, c'est une sanction politique. À une responsabilité, je dirais, juridique, une réponse judiciaire. Bon, en l'espèce, il se trouve que le pouvoir en place s'est dépêché de saisir l'Assemblée nationale de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, alors même qu'il n'y a pas le droit. Alors, il est temps de se demander si le pouvoir en place souhaiterait véritablement la levée de cette immunité. Parce que si on l'avait suivi dans cette logique, on serait allé jusqu'au bout et les avocats de M. Kassa vont simplement soulever un vice de procédure et toute la procédure qui aurait peut-être duré 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, serait réduite vous pensez que c'était un canular en fait? Moi, je pense que c'est un canular, un vrai canular. M. Kassa a mis en cause certains de ses collègues, notamment le ministre de l'économie, Komi Kounché. Oui, mais ce dernier s'est défendu, qui n'a rien à y voir. Ce n'est pas comme ça qu'on se défend. Quand on veut se défendre, on se met à la disposition de la justice pour être entendu. Pourquoi on ne lève pas son immunité pour qu'il aille justement devant la haute cour et donner ses arguments? Mais il ne suffit pas de dire oui, tel collègue aussi est impliqué. On parle de son cas à lui. Mais je suis en train de vous dire justement, il ne faudrait pas que le cas Kassa soit le bouc émissaire. Moi, je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit. Je ne bénéficie de rien, je ne dois rien à personne. Mais je dis simplement, ce dossier a été abordé de la plus mauvaise manière possible. Mais quelles pourront être les conséquences aujourd'hui que le rejet l'a consommé? Mais la première des conséquences, c'est donner, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le peu de crédibilité des hommes politiques, puisque décidément on se dira, l'essentiel c'est qu'on peut se rendre, on peut se rendre coupable comment dirais-je, de tous les actes attentatoires aux intérêts de son État et trouver refuge à l'Assemblée nationale. Et donc c'est un signal envoyé aux petits gens, aux petits fonctionnaires qui diront, mais si ceux qui nous commandent font la même chose, pourquoi est-ce que moi, à mon niveau, je ne ferai pas. Vous pensez que cela risque de généraliser ces genres de faits au niveau de l'administration? C'est votre avis? Bien évidemment, mais ce que je regrette surtout, c'est la manière dont le gouvernement a abordé ce dossier-là. Ce dossier. Je lisais, mais rapidement avant de venir, la publication du rapport Kroll, que je n'ai pas eu le temps de lire en détail, publié par, je crois, l'événement précis, je crois, où il semblerait quand même que ce qui a été dit en Conseil des ministres par rapport aux ministres incriminés, ce ne soit pas tout à fait cela, et que les termes employés dans ce rapport étaient un peu plus sévères. Mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas lu en détail. Alors, nous allons prendre l'avis de Serge Prince-Abodjan. Vous avez suivi également l'actualité, le rejet de la demande de levée de l'immunité du député Barthélémy Kassa. Quelles pourront être les conséquences de ce rejet? Je pourrais être un peu dur, mais bon, c'est ma nature. Je crois que c'est le niveau de déchéance de l'État qui s'est exprimé. Le niveau de déchéance de l'État. Parce que je ne l'exprime pas des constats. Je constate pour la première fois que pour une décision initiée en main de maître avec beaucoup de publicité du chef de l'État, son groupe parlementaire l'a rejeté. Alors qu'il nous a appris
Et on le sait dans la pratique et dans l'usage que lorsqu'il a des échéances aussi importantes comme ça au niveau du Parlement, il fait un regroupement, il leur donne des consignes précises. Et la presse diffuse sa position sur la question. Je me rends compte que dans le cas d'espèce, il n'y a eu aucune concertation du chef de l'État par rapport à sa majorité. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il soit en fin de mandat? Non, je ne justifie pas cela. Et il a dit qu'il est encore là et qu'on ne peut pas l'enterrer. Il a dit et il a dit qu'il restera là. Les députés donc, ne lui sont plus redevables. On n'a même pas appris qu'il y a eu un regroupement des députés le soutenant par rapport à cette question. Ça, c'est déjà un constat. Deuxième constat, je me rends compte que pour une fois, toute sa majorité, même pas une seule, s'est refusé à voter cette loi-là. Et le paradoxe de cette affaire-là, c'est que l'intéressé qui nous avait déjà dit que lui, il est prêt à s'expliquer parce qu'il ne se reproche rien, vote contre. Oui, c'est normal, il ne va pas se laisser amener gratuitement à l'abattoir s'il n'a rien à se reprocher. Il y a un problème, il n'est pas si irréprochable selon vous. Non. Alors, quelles pourront être les Maintenant, conséquences? la lecture au niveau de la population, le choix est fait. On sait, et c'est ça notre chance. Vous savez qu'avant que le vote ne soit fait, il y a eu un débat sur le mode de scrutin à adopter. Oui, secret ou à visage découvert. Comment expliquez-vous que ces députés-là, qui ont fait un recours, c'est les mêmes qui ont fait un recours pour le vote du budget, pour réclamer que ça soit fait à main levée, et la Cour les a suivis dans ce sens-là, disent aujourd'hui que pour une décision aussi sérieuse, il faut aller au vote secret. Ça nous a permis, nous, qui ne sommes pas avec eux là-bas, de savoir qui est qui. Et ce qui est même gênant, il y a même des candidats qui se proposent diriger ce pays, qui l'ont fait, qui ont appuyé le refus. Et donc, conséquence juridique pour moi, c'est que de toutes les façons, il y a déjà des gens qui sont devant la juridiction pour ça. La justice va continuer à faire sa procédure sans ce monsieur-là qui peut-être un jour va répondre. Deuxièmement, n'oubliez pas, c'est une situation que les PTF observent. Et c'est ça le danger de la situation. Notre pays a une grande masse dans son budget de l'appui des PTF. C'est une injure par rapport à ces PTF-là qui ramènent pour nous les dividendes, ou je dirais la participation de leur État. Que les gens volent et qu'on les protège au niveau des institutions. Je crois que nous aurons des réponses à ces questions-là parce que ces gens-là réagissent clairement. C'est une actualité qui continuera justement par se discuter. Au Bénin, nous allons évoluer. Ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le Flash.